Moi je suis gascon, alors déjà pour moi le golfe de Gascogne c'est important, c'est du ressac permanent, beaucoup de vagues, c'est agité. Mais moi on m'a souvent dit, les Pyrénées tu sais ils naissent pas sur la terre contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils naissent en mer. Alors il y a une particularité je crois géologique ici, sous la mer en fait, oui. Dans le golfe. Ah oui, il y a une structure notamment tout à côté d'ici, à Cabreton, qui finit à Cabreton, qui est ce fameux gouffre de Cabreton, qui est un canyon sous-marin et qui représente un petit peu la charnière entre l'Espagne et la France, qui a créé ces Pyrénées, ces fameuses Pyrénées. Et donc ce gouffre, ce canyon sous-marin, c'est quoi, c'est une crevasse immense qui peut aller jusqu'à combien de profondeur alors? Il faut s'imaginer un petit peu le Grand Canyon aux États-Unis, mais sous l'eau. Voilà. J'ai remarqué comme ça, en observant un petit peu autour de moi, qu'au Pays Basque, le bétail était un peu laissé à lui-même. Ah oui, on les laisse. Ça, c'est des brebis là. Elles sont sur une parcelle qui fait 6 hectares à peu près. Je viens les voir quand elles ne sont pas en lactation, qu'elles n'ont pas d'agneau. Je viens les voir une fois par semaine. Ah oui, tu les laisses comme ça. Voilà. Ça prouve que c'est une race, ce sont des races, alors là en l'occurrence ce sont des manèges, mais ce sont des races au Pays Basque qui sont quand même très adaptées à l'environnement naturel. C'est pas des races intensives, fragilisées. Non. C'est quoi ce fameux serpent la vipère de Séoane? C'est une vipère endémique du Pays Basque, on en trouve en France, uniquement dans le Pays Basque. Donc c'est vraiment une originalité de chez nous. Et l'association, dans le cadre de son travail sur l'Atlas des amphibiens réptiles d'Aquitaine, on essaie de trouver de nouvelles stations, parce que c'est une espèce très rare et on essaie de comprendre un peu mieux sa répartition. Pour l'instant c'est un peu flou, on connaît quelques stations de présence, mais on n'a pas vraiment les délimitations de sa vraie présence, de son véritable aire de répartition. D'accord. Moi je sors de la hêtraie là, de cette forêt de hêtres, je me dirige donc vers des milieux plus ouverts, mais il y a des milieux intermédiaires comme ça, où il y a encore un petit peu de feuillus, de boisement, et puis on arrive sur des landes un peu plus rases. Ça correspond mieux aux reptiles ce milieu-là? Oui voilà, milieu de transition, milieu de lisière, et puis milieu plus ouvert. Ça correspond parfaitement à l'écologie de la plupart des reptiles qui ont besoin un peu plus de soleil, un peu plus de lumière. Dont par exemple les chauves-souris qui habitent cet endroit et que toi tu étudies. Elles s'abritent, c'est leur zone de repos et de mise-bas, de tranquillité, les grottes. Et à l'extérieur, elles vont y chercher la nuit de quoi se nourrir en se promenant dans la nature. Quoi qu'il en soit, c'est des espèces qui sont, comme je viens de te dire, assez sensibles et tout. Donc si on s'approche, c'est à pas de loup. Plus tu vas vers le fond de la grotte, plus tu entres finalement dans l'antre des espèces vraiment spécialisées, qui n'ont pas besoin de lumière, qui se nourrissent très très peu d'éléments extérieurs. Et plus tu es profond dans une grotte, plus tu vas avoir des organismes, des animaux spécialisés. Si tu voyais une toute petite tache sur le fruit, lui il est vraiment pendu. Voilà. Ça c'est une espèce qu'on appelle le lignoptère. Et donc ça c'est une espèce par exemple qui est strictement cavernicole. Les colonies ne vivent pas ici, ça fait des gros amas, des gros essaims. Donc regardez bien la chaleur au milieu. Il y a carrément des couches de chauves-souris, de lignoptères et de cormorans. Donc deux espèces différentes. Les chauves-souris, différentes espèces peuvent se mélanger. Oui, d'accord. Et des fois on peut même trouver 3 ou 4 espèces différentes dans un essaim. Elles ont aussi un langage, une capacité d'apprentissage des parents aux petits, et puis au sein des colonies. Donc il y a réellement un lien social au sein des chauves-souris. Les animaux cavernicoles qui ne quittent pas là. Exactement, qui vont rester vraiment au fond de la grotte. Et toute la chaîne alimentaire va se mettre en place à partir des grottes de chauves-souris. Parce que dedans, il y a de la matière nutritive, il y a de l'azote, il y a du phosphore, mais il y a tout un tas d'acides aminés, de choses comme ça. Ouais, quand il pleut, on s'occupe comme on peut. Là, à l'entrée de la grotte, ce qui est marrant, c'est qu'elle a vraiment un aspect complètement plissé. Donc ça, c'est la tectonique des plaques qui a complètement comprimé en fait cette roche. Et on voit en fait que l'entrée, la voûte en fait, de la grotte s'organise par couches comme ça. On va avoir des schistes plutôt ardoisiers comme ça, qui vont alterner avec des roches plus calcaires, plus dures, plus denses. Et parfois un naturaliste un peu perché comme moi. J'attends, personne n'a plus.